Bonjour à tous, acteurs naturels de la mondialisation, les villes portuaires deviennent à leur tour plus intelligentes. Qu'est-ce qu'une Smart Port City? Élément de réponse dans cette nouvelle émission. Bienvenue en plateau, avec moi deux experts pour parler de ces fameuses villes portuaires intelligentes. Vincent Breteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la stratégie et du développement de Aropa. Aropa, c'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris, c'est bien ça? C'est exactement ça. En face de vous, Yann Alix, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la fondation C'est Facile, qui réfléchit justement à l'avenir et à la gouvernance des villes portuaires. Et vous travaillez également pour l'éditeur français Sogeit. Alors Sogeit propose des systèmes d'information pour la gestion des ports, c'est ça? Exactement. Très bien. Bon, alors ma question sera pour vous deux. Ma première question, pourquoi les villes portuaires doivent à leur tour devenir plus intelligentes? Et puis, quelles sont un peu les spécificités de ces villes par rapport à des villes, leurs équivalentes terrestres? Peut-être Vincent, pour commencer. Alors, donc je pense qu'effectivement, c'est important d'essayer de mieux comprendre les enjeux des villes portuaires. Pour prendre l'exemple des ports d'Aropa, il faut avoir en tête que les emplois directs et indirects des ports d'Aropa, c'est 160 000 emplois. Donc c'est très important. La zone portuaire, enfin la zone industrialo-portuaire de Rouen, c'est 2 milliards d'euros de valeur ajoutée. Donc on voit bien que les enjeux sont importants pour ces territoires et plus largement pour l'ensemble des territoires qui sont desservis par ces ports. Évidemment, le développement des ports, c'est un élément fondamental pour ces territoires, pour ces villes. Et évidemment, dans un cadre de concurrence de plus en plus importante entre les ports, il est important de réfléchir à la manière de positionner les ports et les villes dans ce cadre mondialisé. Et évidemment, l'intelligence des ports, l'intelligence des villes portuaires est essentielle. Yann Alix, votre point de vue sur ces enjeux? Le mot qui est important, que Vincent vient d'évoquer, c'est l'intelligence. L'intelligence économique, l'intelligence logistique. Les villes portuaires aujourd'hui sont dans des dynamiques concurrentielles, de compétitivité de territoire. Et donc, rendre une ville intelligente, c'est la rendre plus attractive. Donc, qui dit attractivité, dit emploi, dit valeur ajoutée, dit service. Et l'innovation est essentielle dans la dimension intelligente d'une ville portuaire. C'est un nœud de communication essentiel dans l'échange des flux, mais aussi dans la fixité d'une compétence, d'un savoir-faire humain, et donc rendre les gens de plus en plus intelligents dans la gestion de l'interface entre la ville, le port et les navires, c'est essentiel. Et puis plus concrètement, je crois que le transport maritime a évolué aussi. Je sais qu'en préparant cette émission, vous m'avez parlé de l'évolution des bateaux, même, voilà, tout simplement. Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, exister en tant que port, en tant que ville portuaire, c'est s'adapter continuellement. Et pour s'adapter, il faut être intelligent. Pourquoi s'adapter? Parce que le trafic maritime, comme vous le dites, a beaucoup évolué. À titre d'exemple, en 2011, donc il n'y a quand même que 4 ans, le plus gros porte-conteneurs, c'était à peu près 11-12 000 EVP, enfin donc conteneurs. Aujourd'hui, on est à 19 000 pour le plus gros et des projets en cours pour des porte-conteneurs de plus de 20 000 conteneurs. Donc on voit bien que la croissance est phénoménale, que pour accueillir ces navires, il faut des infrastructures qui sont adaptées à tout niveau, au niveau vraiment des infrastructures portuaires, les quais, etc. Au niveau évidemment des entreprises manutentionnaires qui doivent avoir des portiques, des grues qui sont adaptées. Donc ça nécessite d'évoluer en permanence. Très bien. Yann Alix, sur ce point, on voit qu'il y a une nécessité de rendre la gestion un peu plus fluide de ces grands ports. Concrètement, comment ça se passe dans un Smart Port City, dans une Smart Port City par rapport à un schéma plus classique? Quelles sont les innovations dont vous parliez tout à l'heure? L'idée première de la fluidité, c'est un peu un paradoxe, la fluidité dans nos secteurs et dans nos systèmes à nous. La fluidité, ça rend plus compétitif parce que la marchandise est traitée rapidement dans une ville intelligente, dans un port intelligent. La marchandise devient fluide dans une chaîne de valeur et de services. En même temps, paradoxalement, donc, il faut quand même fixer des valeurs, fixer des services autour de cette marchandise. Donc la fluidité, c'est une combinaison savante où notamment Sogeit fournit ou met en place des systèmes qui permettent ne serait-ce que de créer une communauté d'acteurs qui travaillent de concert pour
justement optimiser cette fluidité par l'intelligence et l'échange de l'information entre toutes les parties prenantes. Alors concrètement, comment ça se passe? On réduit les délais d'attente, de réception, c'est l'idée? Un exemple très pratique et concret, s'est mis en place il y a quelques années le rendez-vous transporteur au port du Havre. Ça a une conséquence directe, c'est qu'on a mis en place un logiciel qui permet à un transporteur routier de venir, parce qu'il a pris son rendez-vous sur un système informatique communautaire, sa marchandise au moment où on lui demande, au moment où il a convenu d'arriver, et donc il prend sa marchandise en quelques minutes et il sort du port en quelques minutes. C'est d'une fluidité qui permet d'optimiser le mouvement du camion, qui permet aussi de réduire la congestion, la pollution, et donc finalement se crée, par l'intelligence de ce système d'échange d'informations, se crée une fluidité qui est, je dirais, garante aussi de la compétitivité du terminal à conteneurs du port du Havre. Alors ce rendez-vous transporteur va être mis sur tout l'axe Seine à terme, et donc voilà un exemple concret et pratique de cette intelligence au service du flux et au service de la ville, parce que le citoyen lambda ne voit pas tout ça, mais il n'est plus derrière un camion. Peut-être Vincent Breteau sur ce point. Oui, juste sur ce point, j'aurais voulu un peu élargir éventuellement cette notion de fluidité en évoquant également le fait que la fluidité, c'est aussi faire en sorte que c'est aussi la mise en circulation des matières, des informations. Et donc ça rejoint un concept assez répandu d'écologie industrielle qui fait partie globalement de ce qu'on appelle l'économie circulaire, hein, mais c'est un des piliers. Et effectivement, dans les ports de l'axe Seine, en particulier au Havre, à Rouen, enfin dans les trois en fait, hein, après c'est des initiatives différentes, il y a des initiatives qui existent depuis plusieurs années et qu'on encourage et qu'on mène d'écologie industrielle avec des symbioses entre entreprises qui s'échangent des matières, les déchets d'une usine servant de matière première pour une autre, etc. Et en fait, ça, c'est rendu possible déjà par l'échange d'informations. Donc il faut qu'évidemment tout le monde soit capable d'échanger des informations. Et c'est rendu possible aussi par le fait que les zones portuaires, les villes portuaires sont spécifiques en cela que dans un espace assez restreint, se trouvent concentrées des industries, des entreprises très diverses qui du coup peuvent trouver des points de complémentarité. Et donc c'est quand même un atout important des villes portuaires par rapport à des zones industrielles qui sont réparties sur le territoire et qui sont en général plus spécialisées. Là on a des zones qui sont plus diverses et donc il y a vraiment une opportunité en fait de fluidité de l'information, de circulation de l'information et de circulation de la matière. Mais évidemment, il faut pour ça mettre en place des accompagnements, des services, du partenarial, etc. pour que ça fonctionne. Bon, ça a l'air de marcher en tout cas au Havre, puisque je crois que vous avez été certifié Best Green Port récemment, vous avez eu une distinction. Oui, tout à fait. Voilà, le port du Havre a été certifié PERS et a obtenu le logo Best Green Port, enfin le label. Et par ailleurs, voilà, il y a un certain nombre d'initiatives, de réseaux de CO2, de réseaux de chaleur sur le port du Havre, et le port accompagne évidemment, et Aropa accompagne ces initiatives. Très bien, je vais me tourner vers Yann Alix, on voit l'exemple du Havre. Quel est le degré de maturité de ces technologies d'information, d'intelligence aujourd'hui? Est-ce que par exemple tous les ports français sont équipés? Comment ça se passe dans le monde? Juste pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Vincent, et qui est très très intéressant, il y a une véritable mutation de l'écosystème aujourd'hui. Avant on avait un petit peu un ensemble d'acteurs qui étaient finalement voisins sans nécessairement être en interaction dynamique. Aujourd'hui effectivement l'intelligence, on est dans le sujet de la Smart Port City, c'est de mettre tout le monde en réseau et de mettre tout le monde en action dynamique avec un chef d'orchestre qui est souvent l'autorité portuaire. Et pour répondre plus précisément à votre question, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des écosystèmes qui sont plus avancés que d'autres finalement dans leur interaction. Et Aropa est un bon exemple. Dunkerque aussi a beaucoup travaillé sur une toile industrielle où l'écologie industrielle est au cœur du développement et du relais de croissance de l'après-pétrole. Donc et là, on mobilise véritablement la connaissance, le savoir-faire, mais aussi l'innovation. Il faut techniquement et mécaniquement rendre des choses compatibles les unes avec les autres, les déchets des uns devenant les intrants de l'autre. Et donc tout ça s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire où là, on rentre vraiment dans de l'intelligence et du savoir. Et finalement, les ports français sont très bien placés dans cette dynamique. Et plus on avait un tissu industriel dense, je dirais, comme les places comme Dunkerque, Le Havre, Rouen ou même Marseille. Et là, on a des beaux exemples aujourd'hui de restitution de bonnes pratiques.
Pour terminer, on a beaucoup parlé un peu de théorie, d'intelligence, d'information. Concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Quelle serait la bonne recette peut-être pour les élus ou les décideurs qui nous écoutent pour mettre en place ce type de système? J'imagine c'est se mettre autour de la table tous ensemble, c'est l'idée? Oui, voilà. Donc c'est vrai que Aropa anime un certain nombre de projets collaboratifs. Et les ports, au sein d'Aropa, le font également à leur niveau, sur leur territoire, et ça dans divers domaines. Donc, un exemple important, c'est tous les projets en logistique urbaine qui sont beaucoup menés à Paris. L'important étant évidemment d'associer l'ensemble des acteurs pour améliorer les interactions en fait, entre l'activité portuaire qui est essentielle et qui le sera encore plus dans un cadre où on cherche à minimiser les impacts sur l'environnement et où la voie d'eau, le transport maritime sont des éléments importants pour le faire face au transport routier, en particulier en cœur de ville évidemment. Donc, mais évidemment, les activités portuaires sont potentiellement source de nuisances potentiellement pour les riverains. Donc il est très important de réfléchir ensemble avec les associations, avec les collectivités, avec les élus, évidemment avec l'ensemble de ses partenaires, les entreprises, les chargeurs, les clients, pour réfléchir à des solutions qui en fait sont gagnant-gagnant. C'est-à-dire, voilà, on rend des espaces au public, à certaines périodes, par exemple. C'est des projets qui sont en cours. C'est-à-dire, on dit, voilà, la journée, c'est réservé pour les activités récréatives, donc c'est ouvert au public, vélo, roller, etc. La nuit, c'est fermé et ça sert de base logistique pour faire de la distribution urbaine fine avec des véhicules propres. Voilà. Donc le citoyen est aussi un acteur de ces Smart Port City. Fait. Yann, sur ce point, sur la concertation, vous avez une vision aussi internationale, donc peut-être... C'est essentiel parce que ce n'est pas du marketing ou de la communication. On n'est pas simplement dans un véhicule de rendre le port plus vertueux ou plus accessible. On est véritablement dans une dynamique d'inclusion du citoyen. On avait, avec la sécurisation suite aux attentats du 11 septembre, on a perdu le lien entre l'habitant et son port. Pourtant, il y a un sentiment fort de fierté quand on vit dans une ville portuaire. Et aujourd'hui, il y a une réappropriation du citoyen vis-à-vis du port. Et le port a bien compris qu'il fallait, c'est un mot québécois qui est très pratique, conscientiser l'individu à l'utilité d'un port, à sa beauté aussi, parce que ça peut être tout à fait magnifique de voir un port la nuit en pleine effervescence. Donc il y a toute une dynamique comme ça. Les ports du Nord ont été très en avance dans cette inclusion, système un peu intégratif. Ils avaient une expression, c'est le license to operate, c'est l'opportunité de pouvoir faire en expliquant, sans se cacher. Donc le citoyen devient un acteur fort de la possibilité aussi de faire des choses. Il ne faut pas se mettre en contradiction avec un développement. Donc il faut expliquer aux gens qu'il y a une plus-value directe et indirecte, qu'on soit habitant, qu'on soit touriste, qu'on soit simple passager de croisière. En préparant cette émission, et ce sera peut-être notre conclusion, vous m'avez dit il faut transformer la contrainte en opportunité, c'est un peu cette idée. Exactement. Bon, Vincent Breteau, la contrainte qui devient une opportunité, vous signez aussi chez Aropa? Entièrement. Bon, très bien. On va garder ce message optimiste pour terminer cette émission. Merci à tous les deux pour votre expertise. Je ne doute pas qu'on reparlera de ces sujets prochainement sur la chaîne Smart City. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.